Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Bouloc, qui est directrice artistique et UI web designer. Elle a aussi une chaîne YouTube et son Instagram qui sont super intéressants. Vous la trouverez sous le nom de Néographe Factory. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Trocmé, product designer depuis 2010. Et je vous partage aussi mon expérience au travers de tutos, bon beaucoup sur Figma, de veille techno, mais aussi grâce à mes formations sur Figma que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et maintenant, bienvenue Laetitia. Hello Laetitia. Bonjour. Du coup, je te laisse te présenter. Alors du coup, moi c'est Laetitia. Je travaille sous le nom de Neograph Factory depuis 2015. Je suis DA et e-web designer. J'ai à mon actif une chaîne YouTube, un compte Insta, comme tu viens de le dire, et un livre que j'ai sorti il y a 2, 3 ans, je pense, et tout à fait dernièrement, un jeu de cartes que j'ai appelé Brand Quest à destination des entrepreneurs pour les aider à définir leur identité de marque. Bah d'ailleurs, je vous laisserai les liens dans la description. Alors, dis-nous un peu ton parcours. Comment tu es devenu du coup UI web designer? Euh, alors, j'ai un bac S déjà, ça n'existe même plus. C'était donc un bac scientifique pour les plus jeunes qui nous écoutent. Oui. Donc rien à voir. Ce qui fait que du coup derrière, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué pour enchaîner sur un BTS design graphique en option print. Excellent. Sauf qu'en fait, après ça, je suis partie voyager. Quand je suis revenue, j'avais pas du tout envie de continuer les études. Enfin, je pense que c'était pas utile pour ce que je voulais faire. Donc, au fil des lots, Internet est devenu de plus en plus important. Et en fait, on m'a demandé de plus en plus de web et de moins en moins de print. Donc, en fait, je me suis formée moi-même sur le web, sur tout ce qui est UI. Je pense que je suis pas trop mauvaise. Mais comme quoi, tout arrive, hein, on n'a pas besoin de forcément passer par l'école. Voilà le parcours, en gros, et j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ok. Et du coup, comment tu t'es formé au niveau du web? En faisant, Oui, en En autodidacte, du faisant, coup. c'est ça, hein, à force, j'ai commencé, au début, je faisais des choses pas forcément très clean. Puis j'ai appris parce que j'avais des clients qui, des fois, étaient un peu plus à l'aise sur des logiciels. Genre, à la base, c'était Sketch, c'était pas Figma qu'on utilisait. Ouais. Et du coup, il y avait des demandes particulières où, du coup, j'étais en lien avec les développeurs qui me demandaient certaines méthodologies de travail pour qu'eux puissent s'intégrer plus facilement. Ou moi, en fait, je me rendais compte que j'avais des méthodos qui ne me permettaient pas d'être assez rapide. Donc, j'allais fouiller sur les internets, des collègues, je demande, je pose des questions et on apprend. C'est clair. Bah, de toute façon, c'est ça, c'est la pratique, la pratique, la pratique. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu as suivi déjà des formations ou alors du coup tu as vraiment fait que te former sur le tas, comme tu disais là? Je me suis formée sur le tas. À part mon Ok. Du BTS, en vrai, j'ai aucune formation à mon actif. coup, je me suis rendu compte qu'en faisant des formations, ça permettait d'aller plus vite. Mais dans tous les cas, en autodidacte, on y arrive aussi, quoi. C'est juste que le temps d'apprentissage n'est pas le T'as fait même. des formations, toi? Non, moi, j'ai pas fait de formation. Non, même moi, de mon côté, à la base, pareil, bac S. Après, à la base, je voulais être prof des écoles, donc tu vois, rien à voir. Effectivement. Quoique le côté formation, tu vois, et licence de physique-chimie, master MEF, aucun lien. Et puis finalement, en autodidacte, je me suis lancée à apprendre à utiliser Photoshop, enfin dans les bouquins. Et après, j'ai fait un stage et voilà. Et ça a Ouais. commencé en 2010, quoi. Je pense qu'on est beaucoup en vrai à ne pas avoir été destiné exactement à ce qu'on fait. Alors peut-être moi un peu plus que toi, je suis restée dans l'art quand même, Ouais. mais je pense vraiment qu'il y a très peu de gens qui ont fait une formation en site web et Oui, qui font des sites c'est web. clair. Mais même à l'époque, je suis même pas à l'époque. C'est comme si on était des méga Ouais, dinosaures. mais c'est vrai, hein, Mais il n'y avait pas je pense que forcément, je pense, vraiment de formation dédiée à ça, quoi. c'était Euh, l'option multimédia avant, pas du UI, du UX. Ouais, ah oui, non, ça existait même pas, on parlait pas de ça, quoi. Alors, du coup, par rapport à ton profil exactement, quelles sont un peu toutes les compétences, tout ce que tu proposes à tes prospects? Alors du coup, je dis que je suis DA et UX designer parce qu'en fait, je fais beaucoup de branding, mais au travers de supports digitaux et notamment les sites web. Euh, Moi, mon petit kick, c'est genre de créer une identité visuelle à partir d'une homepage ou d'un one page. Ça, j'avoue que c'est là où je m'éclate le plus et où j'arrive le mieux à créer un univers. Je code pas, j'intègre pas.
Par contre, effectivement, à partir de quand j'ai de la chance d'un wireframe, sinon c'est moi qui me le colle. Du coup, je crée ouais, le site web, le design du site web avec une DA que j'aime bien après décliner sur des réseaux sociaux, enfin sur des templates de posts, potentiellement des slides pour des clients, enfin des prospects ou des investisseurs, ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur du site vitrine, je pense que l'UX, ça fait assez longtemps que je fais ça pour pouvoir faire de l'UX, mais au-delà de ça, c'est un truc que je prends jamais puisque je trouve que enfin, c'est un métier à part entière en fait, contrairement à beaucoup de personnes, je pense qui se refourguent un peu, soit un peu d'UI et un UX, soit un peu d'UX et un UI en mode ça va, tu peux le faire. Bon, voilà. Ok. Du coup, au niveau branding, tu t'occupes aussi de créer des logos. Ouais, 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 ça fait partie du package que j'aime faire. Alors, et quand tu as commencé, est-ce que tu avais commencé comme... Ouais, si tu avais commencé comme salarié ou alors tu t'es lancé direct à ton compte? Bah, alors, j'ai jamais été salariée à proprement parler. Par contre, quand je suis revenue de voyage, en fait, j'ai une amie qui a monté c'était une boîte, une agence qui faisait du drone. Oui. Donc, je suis passée la voir pour l'aider. J'ai vu qu'elle s'était fait un logo immonde. Du coup, j'ai dit, attends, on va pas laisser ça comme ça. Sauf qu'en fait, au même moment où je l'ai un peu aidée, il y a quelqu'un qui lui a dit, enfin, de ses clients qui lui a dit, c'est très bien, une photo de drone, mais j'en fais quoi? Donc j'ai commencé à lui coller sa photo sur différents supports. Et en fait, de fil en aiguille, je suis restée 1 an avec elle. On se payait pas, Ah oui. c'est le début. Mais du coup, ça m'a permis déjà d'expérimenter ce qu'était avoir un vrai client. Vu que c'était une amie, moi, ça m'a permis de mieux comprendre c'était quoi un devis, la facturation, la TVA, tout ça. Et puis au bout d'1 an, je lui ai dit merci, bisous, je t'aime très fort. Je vais ouvrir ma boîte. On est toujours amis, vous inquiétez pas. Mais ouais, donc j'étais en soi salariée avec elle, mais enfin, on se payait pas. Enfin, on était deux chefs d'entreprise, quoi. Pour info, elle a toujours sa boîte, qui marche très Ok. bien. Tu as toujours été à ton compte. Et là, ça, grâce à cette expérience, tu as permis d'acquérir ben, des nouvelles casquettes parce que ben, finalement, l'entrepreneuriat, ben, on est obligé d'avoir plein de casquettes. Donc ça, Ouais. c'est à savoir. Qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau des points positifs et négatifs quand on est à son compte? Déjà, pour moi, je pense que même si c'est un concours de circonstances, donc le fait que j'ai pu apprendre avec une amie l'entrepreneuriat, le fait aussi qu'à l'époque, j'habitais chez mes parents, donc j'avais pas de stress financier. Je pense, c'est sûr que ça a aidé au fait que je me lance en freelance, mais avec du recul, je pense que j'aurais pas terminé autrement, déjà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été un choix terrible pour moi de me dire est-ce que je vais là ou là, quoi. Ça s'est fait comme ça et bref. Voilà. Et du coup, si ça s'est fait aussi facilement, c'est parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des personnalités qui sont faites pour l'entrepreneuriat, le freelance, être indépendant, et d'autres moins. En l'occurrence, tous les matins, si je suis en retard au boulot, il n'y a personne qui va venir me lever, quoi. Donc, je pense qu'il y a de la discipline à avoir quand même. Quoique maintenant, ça fait tellement longtemps que c'est quelque chose qui me semble tout à fait naturel. Je pense qu'il faut être, j'allais dire curieux, c'est pas forcément ça, dans la mesure où on n'a pas le choix, faut toucher un peu à la compta, faut toucher un peu à une stratégie de com, faut toucher un peu, enfin, voilà, tout ce que on fait tout seul alors que les gens sont en équipe dans une boîte. Et je pense qu'il faut aussi j'ai pas le mot, tu vas peut-être m'aider, ne pas se laisser marcher sur les pieds, parce qu'en fait, Ah oui, sinon, avec les clients, c'est très compliqué. Alors, il y a un juste milieu à trouver entre être diplomate, parce que ça reste des clients, oui, tout en étant sûr de soi et savoir leur dire non au moment où il faut le dire. oui. Mais en Je fait, au sais que final, c'est savoir poser un cadre. c'est ça. Et c'est difficile de le trouver, ce cadre, par contre. Je pense que même encore maintenant, il y a certaines situations où j'hésite, je patauge, et je fais un choix en me disant, Inch'Allah, ça passe. Mais ouais, je trouve ça très délicat parce que ça dépend beaucoup des personnalités, donc du client, de la nôtre, de notre mood aussi, si on s'est levé du mauvais pied ou pas, de si on est dans un moment de notre vie où on est heureux, où on a envie de flinguer tout le monde. Ça dépend de tellement de choses. Principalement, ces choses-là, à prendre en compte quand on se lance en tant qu'indépendant. Je pense que j'ai rien oublié. Mais dis-moi si tu penses à quelque chose. En fait, je pense que le principal, c'est bah, déjà de passer à l'action et de se lancer, en fait. Parce que des fois, on se pose tellement de questions qui nous empêchent de passer à l'action. Pour certains qui pourraient avoir des blocages, des fois, il faut arrêter de se poser des questions et passer enfin à l'action, en fait. Ouais.
Donc je pense qu'il y a ça aussi. C'est les Euh, perfectionnistes, c'est ça, non? C'est ceux qui veulent être oui, il sûrs y que a tout ça soit parfait aussi. avant de se lancer, mais finalement, en fait, on fait jamais rien. Oui. Après, même, donc là, il y a les perfectionnistes, ça c'est clair. Mais en plus, il y a ceux qui peuvent avoir beaucoup de barrières mentales, beaucoup de peur, qui pourraient les empêcher de se lancer, en fait. Mais voilà, des fois, quand on réfléchit trop, bah, du coup, on fait rien et on n'avance pas, quoi. Donc, On peut peut-être leur dire le secret, hein. Enfin, de toute façon, la peur, elle part jamais, hein. ah bah Enfin, non, ça c'est clair. C'est très clair. voilà, ça nous empêche pas de réussir. La De toute seule façon, il y a que les couillons différence, qui ont pas peur, non? ouais, c'est ça. La seule différence, c'est ceux qui passent à l'action et ceux qui passent pas à l'action, en fait. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est dans Game of Thrones, il dit il n'y a pas de courage sans peur. C'est vrai. Et Faudrait que je retrouve la citation, carrément. c'est le gars dans Game of Thrones qui s'est coupé la tête au début, là. Je Ouais, sais plus. Edward, Ed. ouais. Ça me dit quelque chose, en tout cas, ouais, carrément. C'est lui. Tu as lancé aussi une chaîne YouTube. Il y a combien de temps? Je pense que c'était 1 ou 2 ans après m'être lancé. C'était pas du tout voulu. Enfin, l'objectif de la première vidéo que j'ai faite, c'était juste que je cherchais, étant donné que j'avais pas beaucoup de clients et que bon, ben, j'avais pas beaucoup de choses à montrer, je cherchais les moyens de communiquer, de faire rentrer des leads en fait, hein, tout simplement. Du coup, j'ai fait une vidéo et je me suis dit, mais en fait, ça marche. Parce qu'après, il y a des gens, ils m'ont dit, oui, j'ai vu ta vidéo. Surtout qu'à l'époque, enfin, il y a 10 ans, là, enfin, YouTube, c'était déjà là, mais je pense que des chaînes sur le design en français Ah oui, c'est et clair. en tant que fille, Ouais. je pense qu'on devait pas être beaucoup. J'avais pas fait des recherches, hein, Ah peut-être non, que je dis mais des grosses bêtises, mais voilà. Donc je me suis rendu compte que ça marchait bien comme canal d'acquisition. Et j'aimais bien faire ça. Ça me permettait de, les journées que je n'avais pas de clients, je faisais autre chose. J'apprenais, je tournais, je montais. Et en fait, j'ai fini par faire plein d'autres vidéos et de faire des saisons. Donc c'est vrai que je suis un peu moins active à ce sujet. Je fais plutôt des réels maintenant, c'est plus court, c'est plus facile. Mais ouais, la chaîne YouTube, ça part de là en fait. C'est vrai que ça donne une certaine légitimité au final. oui, c'est clair, ça donne Euh, une sorte d'aura de, ouais, d'autorité, de, ouais, légitimité, comme tu dis, oui, c'est c'est clair. ça. Et puis les gens, ils sont plus à même d'appréhender la personnalité enfin, de la mienne, du coup, ou des gens avec qui ils vont travailler en ayant vu des vidéos. Alors, je suis pas dans la vraie vie comme dans mes vidéos, hein, quand même. Ce serait très pénible pour tout mon entourage, je pense. Mais ça permet d'avoir Oui. un petit avant-goût, quoi. J'en viens à la question au niveau des prospects. Donc là, tu as des prospects que tu arrives à avoir via ta chaîne YouTube. Et sinon, non plus trop. Alors du coup, comment tu trouves tes prospects? Ça va- Ça, je pense que ça Alors, peut intéresser beaucoup de monde. en vrai, c'est LinkedIn. LinkedIn, je crois que j'ai peut-être 30 000 personnes dessus. Et bon, bah, ça fait le taf, quoi, hein. Je communique beaucoup dessus, donc je fais beaucoup d'impressions. Et bon, bah, c'est ma pub, quoi, hein. Mm. Donc oui, YouTube, les vidéos surtout, parce que du coup, j'en poste aussi des fois sur LinkedIn quand j'en fais. Les gens me connaissent plus par LinkedIn que par Insta et YouTube. Au niveau des inconvénients, est-ce que, parce que on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, surtout en étant solopreneur, est-ce que c'est ton cas ou alors est-ce que tu as trouvé des solutions pour pallier ça, pour pallier cet inconvénient quand même majeur bah, de cette activité en fait? Euh, oui et non. Oui, dans la mesure où, en fait, même si je travaille pas physiquement avec des gens, bah déjà, j'ai mes clients avec qui je parle. Enfin, ça n'arrive jamais qu'il y ait une journée où je parle à personne, en fait. Même si c'est via des visios, hein, mais voilà. Bon, bah, ensuite, j'habite pas seule. Je pense que ça peut aider. Et ensuite, à la base, j'étais dans des coworking, mais après le Covid, j'étais incapable d'y retourner. Enfin, j'ai essayé, mais je supportais plus les gens. Enfin, genre, je me faisais déconcentrer vraiment par n'importe quoi. Et en fait, il aurait fallu que j'ai un bureau fermé. Sauf qu'en fait, dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt d'un coworking. Enfin, moi, ce que j'aimais bien à la base, c'était être en nomade et y aller le matin avec un café si j'avais envie de repartir. Donc, du coup, bah, je me suis fait mon petit setup chez moi. Et c'est vrai que je me suis quand même bien habituée à pas avoir de trajet le matin, pouvoir faire ce que je veux la journée, étendre le linge si j'en ai envie. C'est con, hein, mais j'aurais du mal à en sortir et à retrouver un truc plus basique. Oui, c'est vrai que l'un des avantages, c'est que tu gagnes du temps au niveau des transports. Ça, c'est clair que c'est pas anodin. Et puis, du coup, Mm. tu gères ton temps bah, comme tu veux dans ta journée, en fait. Si tu as envie de travailler plutôt le soir ou quoi, c'est l'un des avantages aussi, c'est clair. C'est ça. Donc c'est vrai que j'arrive plus à travailler avec quelqu'un à côté. C'est terrible, hein. Oui, mais en même temps, c'est clair, ça permet d'être hyper focus
et d'être plus productif le temps où on se concentre sur l'activité, quoi. Alors maintenant, on va partir un peu sur des conseils par rapport pour ceux qui voudraient se lancer ou si, ceux qui débutent. Je pense que tu as pas mal d'expérience par rapport à ça, par rapport à des personnes qui te posent des questions, qui t'envoient des liens, etc. Donc, on va passer à une phase un peu de conseils. Pour commencer, comment tu gérerais déjà un client pas d'accord? Alors, je les ai eus, hein, ces clients pas d'accord au tout début, à pas savoir comment les gérer, à avoir envie de me mettre sous l'oreiller, de plus bouger, bref. La première question que les personnes moins expérimentées se posent, c'est du coup, comment je détermine mon temps de travail? Bon, bah ça, spoiler alert, vous allez devoir le faire plusieurs fois avant de réussir à tomber juste un. Voilà. Ouais. Par contre, du coup, effectivement, ce qui pose problème, c'est quand vous avez déterminé son travail, que le client n'est pas d'accord et que du coup, la solution, c'est soit on lui dit bah, ça reste comme ça, soit de recommencer, de perdre du temps et de passer hors timing. Ce que j'ai fait, c'est que déjà, le brief créatif à faire remplir par le client est obligatoire. Pourquoi? C'est parce que je justifie littéralement tout ce que je fais avec des mots qu'il a employés dans le brief. C'est-à-dire que si je lui fais un rond orange, parce que dans son brief, il y a écrit je veux quelque chose de fun et d'ensoleillé, et qu'en fait, en voyant mon rond orange, il me dit mais en fait, moi, je préfère de l'eau froide. Mais je vais lui dire bah non, en fait, ça marche pas. Donc en fait, il y a des solutions. Soit on peut recommencer, mais dans ce cas-là, c'est facturé, j'ajoute du temps. Mm. Soit je ne recommence pas, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. On travaille pour votre client et pas pour vous. Donc peut-être que vous n'aimez pas l'orange, mais peut-être que c'est ce qu'il faut. Si votre brief est bon, c'est ce qu'il faut. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième petit tip, c'est de s'assurer que le client, le prospect, ait vu votre portfolio. Je vous jure, tous ceux qui m'écoutent, des fois ça arrive, ils n'ont pas du tout vu le portfolio et les créas. Ils pensent qu'un graphiste est un graphiste. Point. C'est pas du tout le cas. Donc s'assurer de ça et demander à ses prospects qu'est-ce qu'ils préfèrent dans votre portfolio. Ça, c'est mes deux plus gros tips. Et leur demander aussi des visus de choses qu'ils aiment, que ce soit dans leur domaine ou pas, peu importe. Des logos qu'ils aiment bien, des sites en fonction de ce que vous devez faire. Je pense que si ces trois choses-là sont OK, vous devriez plus avoir de problème. Ouais, c'est clair. Trois super astuces du coup pour mettre un cadre, poser vraiment ton cadre, parce que sinon après C'est ça. il y a toujours des débordements C'est et ça. après c'est compliqué ouais, de retracer, de recadrer quoi. C'est ça. Ne Moi il y pas a un, accepter un non subjectif. Ça, oui, c'est jamais. Alors, jamais. Je mets des guillemets, hein. On n'est pas des robots, mais voilà. c'est clair. Moi, je rajouterais une quatrième astuce. Moi, ce que j'aimais bien rajouter aussi, c'était qui me donne en fait des exemples de sites pour ça aide aussi au niveau de l'orientation pour nous Ouais, c'est qui ça. nous explique en fait sur ce site qu'est-ce qu'il a aimé en fait, qu'est-ce qui a attiré Ouais, son attention sur cette partie-là, qu'est-ce que voilà. Donc ça permet aussi de partir d'une base pour arriver aussi à mieux comprendre le tout client. à fait. Après, Après, je leur l'objectif, demande c'est le pourquoi dans les images. Enfin, quand je leur dis je veux que vous m'envoyez des choses que vous aimez bien, s'il n'y a pas de pourquoi, ça m'est égal. Je veux pas. Rien de subjectif. Rien. oui, carrément. Et puis, leur rappeler aussi que l'objectif, c'est quand même la cible. Donc, l'expérience utilisateur aussi au niveau Ouais. finalité, quoi. Mais il faut quand même être raccord avec le prospect aussi. Donc, Bah, je lui dis, oui, il va bosser avec l'identité qu'on est en train de lui créer. Donc, il faut qu'il soit à l'aise avec, hmm, c'est sûr. Mais, et j'ai bien dit, mais, oui, c'est pas parce que Jean-Mi il aime le vert qu'il va falloir forcément mettre du vert. on est d'accord. Alors, d'autres questions qui pourraient être intéressantes. Comment closer ou débuter en fait avec un client, avec un prospect? Ouais. Alors déjà, moi, la première problématique que j'avais au début, c'était la perte de temps. Les clients dont on ne réentend plus parler, ceux qui posent 18 000 questions, tout ça. Du coup, là, à l'instant T, même si j'ai conscience que c'est peut-être difficile de faire ça en début de carrière par manque d'expérience, j'ai une grille de tarifs. Je me suis fait, en fait, j'ai listé les prestats les plus standards que je faisais. Mais vraiment les plus standards que je faisais très souvent, et je leur appliquais un tarif. Donc du coup, bien sûr, à moyenner et moyennant en fonction du besoin réel, ça arrive très souvent que je dois enlever une page, rajouter un truc. Mais au moins, les clients qui arrivent avec Bonjour, c'est combien un logo?
Donc cela, c'est très pénible parce que bon, c'est pas la première question qui devrait se poser. Mm. Je leur envoie le lien. Comme ça, j'ai pas besoin de discuter 10 ans. Je leur dis bonjour, voilà, ça c'est standard. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est ce qu'il y a de standard. Donc déjà, ça permet de faire le tri. Et ensuite, ceux qui me disent, qui reviennent avec un besoin plus précis, au lieu de faire des devis en permanence, ce que je faisais à chaque fois avant, perte de temps monstrueuse parce que déjà, souvent, on va sur société.com prendre l'adresse pour faire le devis et la facture. Non, en fait, c'est pas cette société-là. Ok, très bien. On fait le devis. Ah ben non, mais en fait, maintenant qu'on a le devis exact, on va peut-être enlever un truc. Allez, on recommence. Donc bref, j'ai arrêté de faire des devis tout le temps. Maintenant, j'envoie une propale par mail, très détaillée, hein, de ce que je vais faire, avec un planning. D'abord, il me valide. D'abord, on ajuste. Après, je fais un devis, parce que du coup, comme ça, quand j'envoie un devis, je peux envoyer la facture d'acompte avec. Et je sais que c'est validé. Donc ça, pour moi, ouais, c'est le meilleur moyen de closer. Et puis, du coup, même pour le client, c'est plus efficace. Je pense, il a la main sur ce qu'on est en train de préparer, sur la presta à préparer. Il peut facilement corriger un mail, alors que dans un devis, il va me dire envoyer un mail. Alors, dans la ligne 3 du devis 2, alors, Oui, gagnons du temps. Le oui, devis, c'est pas automatique, comme les antibiotiques. c'est clair. De très bons conseils. Et ça, c'est vraiment ce que tu acquiers par l'expérience. Et là, ça vous économisera du temps d'apprentissage, d'appliquer ça déjà, Oui, clairement. clairement. Et de continuer à faire le tri aussi avec les clients. Parce Oui. que du coup, les psychorigides avec qui vous n'avez pas envie de bosser, ils vont pas rester non plus. C'est tant mieux. Oui. Et oui, il vaut mieux éviter parce qu'en général, ça se passe pas super bien, quoi. Donc, Non, clairement. quand on le sent pas, il On vaut le fait mieux, pas. c'est qu'il faut pas. Quand il y a un doute, il y a plus de doute. Ouais, clairement. Autre question. Comment tu gères ta négociation des prix? Alors déjà, ça va dépendre du client. Si j'ai déjà bossé avec, c'est-à-dire que si j'ai déjà bossé avec, je sais s'il est chiant ou pas. Je sais dans quelle mesure je peux être sympa ou pas. Alors quelqu'un que je connais pas, j'aurais tendance à pas du tout vouloir être sympa sur mon timing de travail parce que potentiellement c'est quelqu'un d'un peu relou qui va m'en demander beaucoup plus pour beaucoup moins. Donc si j'ai déjà bossé avec, je suis déjà beaucoup plus à même à pouvoir faire un effort, déjà parce que c'est potentiellement quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui j'ai envie de bosser sur des projets que je connais déjà. Donc voilà. Quand je dis faire un effort, c'est tranquille quand même. Enfin, c'est notre temps de travail. Une journée bossée pour quelqu'un, si elle n'est pas rémunérée, elle ne sera pas rémunérée par quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc effort, oui, mais pas d'abus. Et comment je négocie un client qui du coup n'a pas le budget? En fait, je lui propose d'enlever des bouts, de trouver des solutions pour travailler moins, pour que le résultat, il ne sera pas forcément moins bon, mais il sera plus simple, par exemple. Le site web, s'il y a 10 pages et qu'il y a le budget que pour 5, je peux lui faire les 5 mains, enfin, les 5 pages principales, avec un UI kit, et du coup, lui, il décline. Donc, négocier, oui, mais jamais bénévolement. Donc, négociation, ok, mais qu'on reste déjà aligné toujours avec nos valeurs et surtout par rapport à notre temps de travail. Mm. Ça, c'est super important en fait. De toute façon, un client qui n'a pas le budget, il ne peut pas avoir une Ferrari pour le prix d'une Twingo. Point. Il n'y a pas. À la limite, ce qui se négocie, c'est dans la Ferrari, est-ce qu'on met la dernière option ou pas? Mais enfin, il y a un moment, faut quand même rester logique sur le budget qu'on a et en tant que freelance, sur notre intégrité, le fait que c'est notre travail et qu'il faut bien qu'on mange à la fin du mois et pas pour peanuts, quoi. Enfin, Hmm. c'est pas genre manger des pâtes, c'est genre on vit bien, c'est normal de vouloir se payer correctement. Oui. Puis il y a le travail qui est derrière, donc tout travail mérite C'est ça, rémunération, quoi. Donc, ouais. exactement. Avant-dernière question. Quel conseil tu donnerais pour candidater correctement, que ce soit pour un job ou encore pour prospecter? Alors, je vais pas trop parler pour les agences, dans la mesure où je ne suis pas une agence et je ne sais pas comment Oui. ça se passe en interne. Mais euh, quand il s'agit, euh, par exemple, donc en décembre, j'ai fait une demande auprès de ma communauté LinkedIn pour recevoir des profils de freelance plus juniors avec lesquels je pourrais potentiellement travailler en 2024. En 2024. Oui. Donc, spoiler alerte, c'est fini, je veux rien recevoir, hein. Voilà.
Mais du coup, j'ai reçu énormément de demandes et du coup, beaucoup qui m'ont saoulée, hein, c'est le mot. Vraiment saoulée, pas personnellement, hein, mais dans la forme. Parce que en fait, j'en ai reçu beaucoup justement et qu'il y a beaucoup de gens qui, de toute évidence, ne captent pas du tout que, ben, en fait, ça demande du temps de traiter ces trucs-là et que la moindre des choses, c'est de faire quelque chose d'efficace. Ce qui n'est pas efficace. Numéro 1. Me mettre un truc à télécharger. Enfin, les trucs à télécharger, on a déjà l'ordi plein. Enfin, il faut imaginer si j'avais dû télécharger 400 portfolios sur mon ordinateur. On reste logique, les trucs à télécharger, c'est fini, c'est pas possible. Ça, c'est de la mémoire et de la bande passante qui ne devrait pas exister normalement. Donc les PDF, les WeTransfer, on oublie. Ensuite, donc c'est là où je mets une différence avec les agences, c'est les CV. Euh, En tant que créa, je ne vois pas l'intérêt de savoir que vous avez fait 1 an de stage d'alternance ou même de CDD chez je ne sais pas qui. Si votre portfolio ne suit pas, de toute façon, ça me fera ni chaud ni froid. Moi, ce que je veux, donc, c'est un beau portfolio avec des méthodos, de voir des créas abouties qui sont pertinentes pour la vie réelle, pour un client, et pas forcément une illustration qui est posée comme ça au milieu, on ne sait pas à quoi elle sert. Donc, moi, c'est ça que je veux voir. Et je pense que je ne suis pas toute seule. Si mes collègues devaient embaucher ou sous-traiter des prestats en créa, je pense qu'on serait tous d'accord. Donc, le mieux, c'est d'avoir un site, même si vous ne payez pas, hein, s'il y a .wix derrière. Alors oui, c'est pas optimal, mais je peux bien comprendre qu'on n'a pas forcément de budget quand on se lance ou quand on sort d'école. C'est pas le sujet. Mais dessus, on peut mettre toutes ces créas, expliquer tout ce qu'on veut, mettre votre CV si ça vous tient vraiment à cœur. Mais voilà, donc un lien, un seul. Et pas un lien de le client là, un lien de le compte là, un lien de l'Insta, un lien du Behance, un lien du... Un seul lien, le site, sur lesquels vous mettrez vos réseaux sociaux si vous voulez. Voilà, ça c'est mon conseil. Par rapport à justement les projets que vous allez mettre en avant, faites des études de cas bien détaillées. Parce que ça va aider aussi à la prise de décision, en fait. À comprendre votre méthode, quoi, comment vous bossez. Ouais. Et du coup, bah, il y a des gens sûrement qui en plus auront une bien meilleure méthode avec 2 ans d'expérience que certains, peut-être à 4, 5, 5 ans d'expérience, où ça partira dans tous les sens. Ouais. Pourtant, le CV du gars qui a 5 ans d'expérience aura l'air mieux que celui de 2 ans. Non, de très bons conseils. Et puis, bah, du coup, dernière question. Est-ce que tu pourrais donner 5 erreurs à éviter pour ceux qui débutent? Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah ouais, j'en ai une belle. Accepter de travailler chez le client. Ah, jamais. Ben, en fait, déjà, il y a un client, il veut en free, mais il veut absolument que vous soyez là. Pourquoi? Bah oui, c'est clair. Déjà. Euh, Généralement, la réponse, elle n'est pas ouf, hein, pour bah, sûrement cliquer ou pouvoir avoir l'œil sur la créa et donner son avis tout le temps. Il n'y a rien de pire pour un créa que d'avoir quelqu'un sur son dos qui est en train de voir tout. On a besoin de faire de la merde pour faire des trucs bien, en fait. C'est une base. Donc voilà, non, accepter de bosser chez le client en présentiel. Ça, je l'ai fait une fois, hein, pas deux. Bah, se laisser, ne pas se référer au brief, en fait, partir trop vite dans la créa et du coup pas avoir un brief fait. Et du coup, bah, en fait, quand le client dit bah, ça, j'aime pas, ça va pas, on n'a pas d'argument, enfin, on n'a rien de légitime pour lui dire ben, si ça va, je vais pas recommencer pour rien. Donc, vraiment, un brief, lisez-le avant de commencer la créa, essayez de vous projeter. Et alors, je dis pas qu'il faut faire avant, qu'il faut designer ou penser créa avant que ce soit payé, hein. Je dis juste, le brief, il est hyper important parce que ça va être une de vos seules protections après. Donc, acceptez pas un vieux brief tout pourri. Une troisième? Ne pas faire de screenshot de son agenda à un client parce que j'ai pas le temps de lui donner mes dispos et que je veux qu'il puisse trouver la dispo lui-même, surtout la semaine où on a rendez-vous chez le proctologue. Énorme. Voilà, celle-là était très belle aussi. Depuis, j'ai arrêté, je fais plus ça. Je prends le temps de donner mes dispos. Parce que dans la rush, on fait des bêtises. Eh ouais. Et puis non, mais oui, mais en plus, dans tous les cas, ça lui permet de voir à quel point vous êtes dispo ou pas d'ailleurs, et du coup, c'est pas forcément une bonne chose dans tous les cas.
Donc ne faites pas ça. Prenez le temps d'écrire des mails. Hein. Ne faites pas de screenshots. Ah oui, et si, un truc, je pense que c'est hyper important. C'est très personnel, peut-être que tout le monde ne bosse pas comme moi, mais ne multipliez pas les canaux de messagerie. Moi, c'est des mails, c'est que des mails. Les Slack, WhatsApp et autres, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, non, parce que en fait, je trouve que c'est hyper chronophage. Moi, ça m'en met partout, ça me fait une charge mentale de dingue. Entre se rappeler qu'il y a le message dans le thread du 15 juin de Slack à la minute 3, enfin, un enfer. Mm. Donc, c'est peut-être bien pour les petits échanges très rapides, mais. Et encore même pas, parce qu'en fait, pour les clients, un jour j'ai eu un client et ça s'est mal passé il y a peut-être, waouh, peut-être 6-7 ans, on parlait par Slack. Ça s'est mal passé, il ne m'a pas payé. Hein. Sauf qu'en fait, du jour au lendemain, il m'avait viré du Slack. J'avais plus accès à rien. J'avais Ah aucune ouais. preuve. Rien. Ah oui, effectivement, ouais. Alors que les mails, tu as Je me- toujours une Voilà. preuve, Donc quoi. déjà, les mails, ben, ça sert de preuve légale. Mm. Vous, ça vous permet de tout trier. Moi, j'ai une boîte mail, enfin, dans ma boîte mail, j'ai des dossiers pour tous mes clients. Et une boîte prospect pour ceux qui ne signent pas. Et ça me permet de tout retrouver déjà. Et, et ensuite, oui, de ne pas avoir la notif du client qui va écrire sur WhatsApp à 23 h. Et le lendemain, il faut absolument penser que le matin, il faut se rappeler qu'il y a le message. En fait, c'est terrible. Donc, n'ayez pas peur de dire à vos prospects ou clients, moi, c'est des mails. On peut s'appeler s'il y a besoin d'échanger mais par contre, on se fait toujours un récap par mail. Je pense que c'est important. Ouais, c'est clair. Et Le plaisir d'avoir une boîte mail vide. Oh, 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 c'est impossible. magnifique. Ça m'est déjà arrivé. Je te jure, ça m'arrive. Parce que du coup, je trie tout. Donc en vrai, dès que je suis à jour sur mes clients, bon, après moi j'ai la petite to-do en dehors, mais quand je suis à jour sur mes clients, ça m'est déjà arrivé d'avoir une boîte mail vide. Waouh. Un régal. Donc voilà, je pense que bon, ça fait que 4, mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Bon, ben, merci beaucoup, du coup, pour tous ces conseils. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Ouais, je pense que ce serait quand on est en free, ben, faut pas attendre que les clients ils arrivent. C'est-à-dire que ce soit des vidéos, des jeux de cartes, des livres, des podcasts, des interviews, il faut se montrer en fait, parce que ben, sinon personne ne saura que vous êtes là. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et puis bon, bah, si vous faites de la merde, c'est pas grave. De toute façon, les gens, au bout de 3 semaines, ils auront oublié, vous recommencerez autre chose. C'est clair. On apprend de nos erreurs, donc passer à Exactement. l'action. Voilà. Et c'est tout pour moi. Et ben, merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. Et puis, bah, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Et puis, on se dit à bientôt pour bah, de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut. Bye, Laetitia. Bye.